Bonjour et bienvenue à CRFRH 88.1 106.7 à la question métier. Notre invité aujourd'hui est Andrew Moreau et son livre s'appelle The Legacy of Louis Riel, The Leader of the Métis People. C'est l'héritage de Louis Riel et le chef du peuple métis. Bonjour, John. John, comment ça va? Ça va très bien, merci. Si tu peux nous dire un peu de ton parcours, puis comment tu as commencé, puis tout ça. Je suis professeur, chercheur et auteur. J'ai un doctorat en lettres. Je me suis toujours intéressé à la littérature française, francophone, québécoise et j'ai réalisé que il y a des gens qui ont écrit au sujet de Louis Riel, mais c'était principalement des biographies. Personne a vraiment adressé la littérature qu'il a composée, ses poèmes, ses essais, ses discours, sa pensée politique. Les livres sont essentiellement biographiques. Alors, je trouvais que ça faisait de la peine et que c'était un sujet qui méritait d'être étudié et exploré à fond. Toi, tu viens du Québec. T'es Oui, métis. T'es Je, métis. oui, je suis canadien français, québécois, métis canadien-français, né à Montréal. Oui, j'ai vécu oh, une partie de ma vie au Québec et puis aussi en Acadie et une partie de ma vie en Ontario et une autre partie aux États-Unis. Alors, comme mes ancêtres, je voyage l'Amérique du Nord. T'as fait le tour pas mal, hein? Oui, oui, Bon, oui. je voudrais te demander, c'est pourquoi la raison que tu as fait le livre, là, tu en as parlé un peu comme c'est là, mais c'est pourquoi la différence, c'est pourquoi que ton livre est si différent que les autres. Mon livre sur Louis Riel diffère des autres parce qu'il ne se limite pas à raconter sa vie ou ses rébellions, comme l'ont fait la plupart des biographies traditionnelles. J'ai voulu aller au-delà du simple récit historique pour explorer la pensée, la philosophie et la théologie de Riel. J'ai lu ses écrits, ses poèmes, ses lettres, ses réflexions mystiques avec les yeux d'un exégète. J'ai cherché à comprendre l'homme intérieur, pas seulement le révolutionnaire ou le martyr. Mon objectif est double. D'abord réhabiliter Riel comme penseur complexe et prophète politique. Ensuite, rendre son œuvre accessible aux métis eux-mêmes pour qu'ils redécouvrent la profondeur intellectuelle et spirituelle de leurs ancêtres. Trop souvent, les métis sont réduits à une image folklorique. Henriel était un visionnaire, un théoricien de la souveraineté et de la dignité autochtone. Mais puis pourquoi que le réel est si important? Riel est fondamental parce qu'il incarne la résistance à l'oppression coloniale, tout en prônant la réconciliation entre les peuples. Il a fondé le Manitoba, il a défendu la survie du français et du catholicisme dans l'Ouest, mais surtout, il a formulé une vision de société où les peuples métissés, francophones et autochtones pouvaient coexister dignement. Il est important non seulement pour les Métis, mais pour tous les peuples opprimés. Il se situe aux côtés de figures comme Martin Luther King, Che Guevara, Nelson Mandela, Malcolm X. C'est un symbole universel de liberté, de justice et de foi. Puis Louis Riel, il était tu sais, une personne spéciale, on va dire, là, tu sais, c'était une personne qui était unique dans l'histoire. Comment que ça s'est développé avec lui? Parce que lui, il est déménagé à Montana, il est revenu. Tu sais, il y avait un caractère spécial pour faire ça, là. Est-ce que tu t'es aperçu de ça? Ah oui, absolument, absolument, absolument. Il y a un leader métis qui m'a dit les métis sont des gens simples. Euh, Louis Riel est loin d'être simple. Il a dit qu'il y a très peu de métis qui pourraient te lire, Monsieur Moreau. Ah oui? Des métis comme Louis Riel? Hein?
parlait anglais, il parlait français, parlait toutes sortes de langues autochtones. Gabriel Dumont parlait une demi-douzaine de langues. Il parlait le français et toutes sortes de langues autochtones. Louis Riel, il a étudié avec les prêtres dans l'Ouest. Après ça, il est allé à Montréal. Il a étudié là pour il voulait devenir prêtre. Après ça, il a décidé d'étudier le droit. Alors, il songeait devenir avocat. Euh, il a voyagé énormément dans l'Ouest canadien, dans l'Est, à travers les États-Unis. À l'instant, j'habite dans l'État de l'Indiana. Louis Riel, il était ici. Il est allé jusqu'à Indianapolis pour parler, pour s'adresser au gouverneur, pour essayer de le convaincre de soutenir la révolte et la rébellion des Métis canadiens français. Il a passé beaucoup de temps dans le Montana, il est descendu jusqu'au Missouri. C'était un intellectuel, mais en même temps, c'était aussi un chasseur de bisons. C'était un poète, un mystique, un philosophe, un révolutionnaire, un homme très complexe, un homme très profond. Et oui, c'est passionnant l'histoire de Riel. Puis, on va dire, les colonisateurs comme les Britanniques, comment ils voyaient Riel? Ben, pour le colonisateur britannique et le gouvernement canadien, Riel n'était rien d'autre qu'un traître et un fou. Les autorités impériales considéraient toute résistance comme une menace à leur domination. Pour elles, vouloir défendre sa langue, sa foi et sa terre contre l'expansion anglo-protestante relevait de la folie. MacDonald l'a fait exécuter parce qu'il représentait une idée dangereuse, celle que les peuples métis et autochtones avaient des droits politiques réels. Riel a été jugé non pas pour ses crimes, mais pour son courage intellectuel et spirituel. Puis, quand tu parles de McDonald, lui, il voyait Riel comme une personne dégénérée, là, on va dire. Là, tu sais. Oui, il l'a comparé au Mahdi du Soudan. Imaginez-vous. Alors, il le voyait comme un de ces, tu sais, comme un type cinglé, comme un islamiste ou quelque chose comme ça. Alors, oui, mais, oui. Mais les peuples opprimés du monde entier, euh, ils ont toujours admiré Louis Riel et son courage. Ouais. Parce que, souvenez-vous, les Anglais contrôlaient une grande partie de la terre à cette époque-là. Alors, il y avait un tas de gens qui étaient opprimés sous le joug des Anglais. Alors, tous ces gens-là, c'est qu'ils soient maghrébins, arabes, africains et tout, bon, quand quelqu'un avait le courage de se révolter contre les Anglais, bon, il était sûrement de son côté. Euh, Comment que Riel se démarquait des autres révolutionnaires, là, des autres rebelles? Et puis comment il y a des excès de toutes sortes pour atteindre ses objectifs politiques, là? Ouais, Riel se distingue par sa modération morale. Là où d'autres révolutionnaires ont recours à la terreur, il a cherché avant tout la justice pacifique. Même lorsqu'il a pris les armes, ce fut en dernier recours pour protéger son peuple. Il a commencé avec des lettres, de la pression politique, la diplomatie et tout. Euh, mais finalement, ça n'a pas fonctionné. Il a dû utiliser la force des armes. Il voulait humaniser la résistance. Dans ses écrits, il prêche la miséricorde, la compassion, la foi. Il était toujours en train de prier avec ses guerriers et tout. Pour lui, résister à la tyrannie est un acte de piété. Résister au tyran, c'est obéir à Dieu. Ça, c'est une citation de Louis Riel. Résister au tyran, c'est obéir à Dieu. C'est cette dimension spirituelle qui le distingue de la plupart des révolutionnaires modernes. Hum, oui. Alors, il y avait certaines choses qu'il n'était pas prêt à faire. Euh, et, tu sais, en fin de compte, ça lui a coûté cher. Hum,
Oui. Il y avait certaines techniques de guérilla que Gabriel Dumont voulait utiliser, des embuscades et tout. Et pour Riel, non, lui, il voulait un combat juste. Tu sais, même si les, les Anglais, tu sais, ils massacraient les gens tu sais, avec des mitraillettes et tout. Mais lui, il voulait, euh, il voulait toujours être noble. Hein? Tu sais, euh, il voulait que ce soit un combat juste. Alors, ça se voit pas beaucoup en guerre. Ce sont pas des qualités qu'on voit beaucoup dans des militaires et des révolutionnaires et des guérillas. Puis, d'après toi, le tempérament de Louis Riel, c'était quoi? Tu sais, moi, quand j'ai lu le livre, je voyais qu'il était humble, il était noble. Toi, c'est quoi quand tu vois ça? Myriel était un homme de contraste, passionné et réfléchi, mystique et politique, doux et farouche. Doux et farouche. Il pouvait être un agneau, mais il pouvait aussi être un loup. Son tempérament oscillait entre la ferveur religieuse et la lucidité politique. Et il souffrait probablement de troubles bipolaires, ce qui explique ses périodes d'exaltation mystique. Mais même dans ces moments, il restait profondément humain. Comme leader, il était charismatique et compatissant. Il inspirait la loyauté, non par la peur, mais par la foi dans sa mission. Il croyait sincèrement être appelé par Dieu pour sauver son peuple, et c'est cette conviction qui lui a donné une force hors du commun. Puis, Riel, on va dire, c'était un homme d'action, puis, tu sais, un homme de mots, mais un homme d'action. Qui mettait ça ensemble, tu sais, c'était compliqué quand tu lis les livres, là, puis tu regardes les mots de Riel, là, puis les lettres, on voit il était compliqué, mais c'est comment tu vois ça, toi? Bon, ses écrits le démontrent. Il n'était pas qu'un orateur, c'était un auteur prolifique, un poète, un philosophe politique, mais il ne se contentait pas de parler, il agissait. Il a créé un gouvernement provisoire, rédigé une constitution, négocié avec Ottawa, puis repris les armes lorsque les promesses n'ont pas été tenues. Cette alliance entre la plume et l'épée fait de lui un homme total, celui qui pense, parle et agit en cohérence. Ouais. Puis, tu parles de ses livres, de ses écrits, il a écrit plusieurs volumes. Toi, tu t'es basé sur certains volumes ou tu as passé à travers de tous les volumes? J'ai étudié tous les volumes. Il y a un volume qui se consacre à la poésie. Il y a un autre prose et je pense que c'est à peu près une demi-douzaine de volumes. Alors j'ai tout étudié ça. J'ai choisi des thèmes, par exemple comme la femme ou les Autochtones ou le Québec, les Irlandais. Alors j'ai choisi euh, des thèmes et j'ai étudié, euh, j'ai exploré tous ces thèmes-là dans ces volumes. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres thèmes. Il y a énormément d'autres sujets qu'on pourrait adresser. C'est peut-être quelque chose que je pourrais faire dans l'avenir, où il y a d'autres chercheurs ou d'autres écrivains qui pourraient le faire, mais c'est très, très riche et ça fait partie de notre héritage et de notre patrimoine. C'est notre littérature, c'est notre culture. Et quand on lit des livres de Riel, on voit que des gens se basent sur quelques, Hmm. quelques phrases, pas toutes les phrases, là, tu sais, quelques phrases qui sont populaires. Et toi, tu as Mhm. utilisé des choses que il y a personne qui a vu, on va dire, là. Oui. Alors, les gens qui lisent le livre The Legacy of Louis Riel, Leader of the Métis People, ils vont en apprendre des choses. C'est pas juste une question de quelques slogans ici et là, quelques mots cherchés, quelques citations. Non. Euh, il y a beaucoup, beaucoup plus quand ça vient à Louis Riel. Le Riel que certaines personnes présentent, c'est une perspective très myope, hein, qui sert à certains intérêts politiques et tout.
Mais Riel, c'était un homme très ouvert, très ouvert. C'est quoi, tu sais, il y avait une perspective sur les Autochtones, il y avait une perspective sur la migration. Pour lui, l'immigration, c'était le détriment des Autochtones et des Métis. Si, parle-nous de ça un peu. Bon, Riel n'était pas contre l'immigration en soi, il était contre l'immigration coloniale. Il accueillait favorablement les étrangers à condition qu'ils s'intègrent au peuple fondateur, autochtones, français et britanniques, et qu'ils respectent la terre. Il rejetait l'idée d'un multiculturalisme éclaté. Pour lui, le Canada devrait être un lieu d'union, pas une mosaïque sans cohésion. Il prônait l'assimilation harmonieuse. Quand on est à Rome, il faut vivre comme les Romains. Alors oui, ce chapitre-là, euh, ouais, au sujet de l'immigration, ça pourrait être un peu difficile à digérer pour certaines personnes, mais il faut essayer de comprendre son point de vue. Euh, oui, quand nos ancêtres, ils sont venus ici, en Amérique du Nord, ils ont épousé des femmes autochtones, ils ont adopté la culture autochtone, et leurs enfants, ils ont créé une nouvelle culture qui combinait les meilleurs aspects de la culture autochtone et française. Ils sont devenus métis, métis canadiens, français, nord-américains. Euh, Bon, et ils vivaient de façon harmonieuse avec les peuples autochtones. Les Anglais sont arrivés, encore, euh, ils voulaient coloniser, ils voulaient remplacer les gens, les supplanter. Euh, oui, et vraiment, ils prônaient le génocide biologique et linguistique et religieux et culturel. Euh, alors, il a refusé et il a décidé de se battre pour la survie de ces gens. Ouais. Il refusait de disparaître, d'être anéanti. Quand tu parles du génocide, là, il y a, il y a des gens qui ne voient pas ça comme un génocide, il y en a qui voient ça comme un génocide, mais quand que les Français ils ont arrivé dans l'Est du Canada, ils sont mélangés avec les Mi'kmaq, ensuite ça s'est propagé partout. Explique-nous ça, son point de vue de ça, de Riel. Euh, wow. Ça, on pourrait adresser ça la prochaine fois si on va chapitre par chapitre parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup. Donne-nous un aperçu peut-être de ce qui passait. Euh, bon. Oh, je sais même pas où commencer à l'instant. On va laisser OK. ça pour la prochaine fois. OK. Mais, Louis Riel faisait référence à lui-même et son peuple comme métis, spécifiquement. C'est quoi, lui, son concept de métis? Bon, Riel s'est appelé tour à tour Canadien-Français, aborigène, bois brûlé, sans mêlé, mais il a choisi le mot métis parce qu'il résume l'unité dans la diversité. Le mot signifie mélange et pour lui, il ne désignait pas seulement une origine biologique, mais une nation nouvelle née du croisement des peuples. C'était un mot inclusif et c'est pour ça qu'il l'a choisi. Il y a des gens qui veulent que ce soit un mot exclusif, mais il est très clair qu'il l'a choisi parce que c'est un mot inclusif, porteur d'un projet politique, créer une nationalité métisse forte dans le nord-ouest canadien. Et Louis Riel, il reconnaissait qu'il y avait des métis partout, partout à travers l'Amérique du Nord, au Québec, en Acadie, aux États-Unis. Hein? Euh, C'était pas une personne qui croyait qu'il y avait juste une communauté métisse, la communauté métisse de la Rivière Rouge, par exemple.
C'était juste une de nombreuses communautés métisses qui se trouvaient éparpillées partout dans l'Amérique du Nord. Je vais te donner une question qu'on n'a pas discutée, mais il y a eu une grosse diaspora de, dans l'Est du Canada. Tu sais. Là, c'est avec l'affaire Paulé, on ne peut pas vraiment euh, trouver des communautés historiques. On va dire que c'est ça qu'ils nous demandent avec l'arrêt Paulé, de trouver des communautés historiques dans ces régions-là. Oui, euh, vous avez raison. C'est que, oui, les métis ont été éparpillés partout. Bon, je peux vous donner des exemples. Bon, il y avait des métis au Québec, et puis ils vivaient au Québec. Et quand ils étaient jeunes, ils s'en allaient dans l'Ouest pour chercher du travail. Ils travaillaient, par exemple, comme des trappeurs ou comme des voyageurs. Alors, ils quittaient le Québec quand ils étaient jeunes, finissaient leurs études, et puis après ça, bon, tu sais, papa et maman, il y avait 12 enfants, et tu as un tas de fils, alors les fils, ils doivent bosser, faire quelque chose. Ils s'embarquaient dans les canaux, ils travaillaient comme trappeurs, comme chasseurs, comme voyageurs. Ils exploraient, tu sais, l'Ouest canadien et tout. Il y en a qui restaient là. Ils restaient à l'île Mackinac, où ils allaient jusqu'à, tu sais, tout partout, ils allaient tout partout aux États-Unis. Il y en a qui restaient là. Il y avait des enfants. Ils prenaient des épouses. Il y avait des enfants. Mais il y en a beaucoup qui retournaient. Ils retournaient au Québec, hein, pour prendre la ferme de leur père qui avait décédé. Alors moi, j'ai beaucoup d'ancêtres qui ont fait ça. Ils sont allés dans l'Ouest. Ils sont allés à la Rivière-Rouge. Mais après la rébellion, ils sont retournés au Québec, ou il y en a d'autres qui sont allés aux États-Unis. Alors les gens, ils voyageaient, ils voyageaient. C'est un peu difficile d'exiger une communauté historique parce que, en fin de compte, un métis, c'est une personne, c'est un être humain qui appartient à une famille. OK? Alors on appartient à des familles et puis on appartient à des clans. Oui, alors c'est pas juste maman et papa et les enfants, mais c'est nos oncles et nos tantes et nos grands-parents, hein, the extended family. Alors très souvent, les familles métisses, bon, des fois il y a plusieurs familles métisses dans une région, des fois il y en a une. Des fois il y en a qui vivent parmi les Autochtones, ou des fois parmi les Canadiens français, ou aux États-Unis, parmi les anglophones. Alors moi, j'ai voyagé tout partout. Et tout partout où je vais, où je voyage, je trouve des métis ou des descendants de métis canadiens français dans le Dakota du Sud, dans le Dakota du Nord, dans le Missouri, même au Nouveau-Mexique. Tu trouves des familles avec des noms français et tu poses des questions et oui, tu trouves que bon, ils sont mélangés avec les Indiens et tout, et leurs ancêtres, ils venaient du Canada. Alors, on est tout partout. On est tout partout. Mais oui, une grande communauté historique, c'est difficile à trouver parce que, tu sais, ouais, c'est comme ça. La référence aussi beaucoup à d'autres chercheurs comme Sébastien Mallette, Michel Bouchard, Étienne Rivard, tous ces gars-là. Est-ce que, en faisant tes recherches, tu as trouvé dans leur livre faisait une comparaison avec toi là-dedans? Je pense que, oui, 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 oui. On partage beaucoup. Euh, ouais, on est d'accord sur beaucoup de choses. Oui, j'ai vu ça, Oui, le oui, livre, oui, ouais, oui. Ils ouais, font du travail, ils ont fait un travail formidable et extraordinaire. ouais. Et d'après toi, c'est quoi les origines du peuple métis, tu sais, canadien-français? Bon, les Métis sont nés des alliances entre les Français et les Premières Nations euh, dès le 16e siècle, notamment les Cris, les Sauteux, les Anishinaabe, et beaucoup d'autres Premières Nations.
Ces unions ont créé un peuple distinct, avec sa langue, sa culture, sa spiritualité, ses traditions. Euh, oui. Leur cœur historique se trouve tu sais, dans l'Acadie, dans le Québec, à la Rivière-Rouge. Euh, oui. Mais tous les premiers colons, les premiers métis, ils viennent de l'Est canadien. Ils viennent du Québec, ils viennent de l'Acadie. Et c'est de là, ils sont pas devenus métis dans l'Ouest canadien. Ils étaient métis quand ils sont arrivés là. OK. Peux-tu Bon, nous OK? expliquer ça un OK. peu? Il y en Explique a ça. qui étaient Canadiens-Français et que leurs enfants sont devenus métis dans l'Ouest canadien. Mais beaucoup, oui, 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 oui. Mais beaucoup de ces hommes-là, ils étaient déjà métis quand ils sont allés dans l'Ouest canadien. Et c'est pour ça ils ont épousé des femmes autochtones et tout. C'était partie de leur héritage et de leur tradition. Ils avaient déjà une connexion avec ces peuples-là. OK. Puis, Ouais. tu l'as déjà mentionné un peu, mais Riel mentionnait que le mot métier, c'était inclusif. Mais il y a certains groupes qui ne pensent pas à ça. Et pourquoi qu'ils ne pensent pas à ça? Principalement pour des raisons politiques et économiques. OK. C'est politique, mais c'est politique et c'est économique. Et ces groupes-là, cette idée-là, cette vision exclusive de l'identité métisse, c'est quelque chose de très récent. Alors, ces groupes-là, ces associations et ces fédérations, si tu si tu t'en vas en arrière quelques décennies et tu regardes leur littérature et tout, ils reconnaissaient, ils avaient des maps du Canada et avec la distribution des communautés métisses à travers le Canada. Et le Québec, il était inclus, et l'Acadie, et l'Ontario, et et les États-Unis. Mais après ça, il dit non, 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 il n'y a pas de métis au Québec. Mais pourtant, dès la fondation de votre groupe jusqu'à récemment, vous étiez toujours en train d'insister qu'il y avait des métis partout à travers le Canada et les États-Unis. Puis, Euh, ouais. Puis Riel, lui, il avait une définition pas mal différente des métiers, là. C'était mhm. quoi cette définition? Euh, Être métis pour Riel, c'était être le pont entre les mondes, entre l'Europe et l'Amérique, le christianisme et la spiritualité autochtone, la tradition et la modernité. C'était une identité de conciliation fondée sur la foi, la langue française, la terre et la solidarité. Rester métis, devenir plus métis que jamais. Cela voulait dire ne pas se dissoudre, mais s'affirmer avec fierté et ouverture. Bon. Euh, Riel considérait le Québec comme la mère patrie, la mère terre. Puis, as-tu reconnu des autres, ça dans les autres provinces? Riel voyait le Québec comme la terre-mère parce que c'est de là que provenaient les ancêtres français des Métis. Le Québec incarnait la langue, la foi, la culture originelle. Il reconnaissait aussi des Métis de l'Est, issus des mariages franco-autochtones en Gaspésie, en Acadie, au Nouveau-Brunswick. Ces communautés ont parfois résisté silencieusement à l'assimilation, mais sans soulèvement armé comparable à celui du Manitoba. Leur résistance fut culturelle, pas militaire, mais il y a eu des cas où il y a eu des manifestations, euh, des émeutes, par exemple. Euh, il y a eu quelques cas comme Comme, ça, comme à Pestilliac. À Pestilliac. mais pas à grande échelle, comme dans l'Ouest canadien. Mais il y en a eu, ouais. Comme à Pestilliac, il y a eu les Euh, émeutes, là. Exactement, exactement. OK. Puis, c'était quoi les preuves d'un soulèvement des métiers dans l'Est, là? C'était Paspédiac, est-ce qu'il y en avait d'autres? Euh, Restigouche, quelque chose de même? ouais.
Peut-être. De petites émeutes. OK. Oui, Puis l'unité métier, était-il important pour lui? absolument. Riel craignait que la division détruise son peuple. Il exhortait les Métis à rester unis malgré leurs différences régionales ou religieuses. Il voyait dans l'unité métisse une condition de survie politique. Il disait que les rivalités internes entre francophones et anglophones, catholiques et protestants ne devaient pas supplanter l'amour du peuple métis tout entier. Alors, restons unis, disait Louis Riel. Alors, il y a certaines personnes qui devraient essayer de se rappeler de cela. Ceux qui Oui, cherchent à diviser tout le monde. oui, 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 exactement. Puis, parce que là, tu sais, dans le domaine, dans le monde métier, on dit qu'il y a de l'appropriation culturelle d'un bord ou de l'autre, là, tu sais. Si on fait ça, on n'est pas comme les autres dans l'Ouest, tu sais. Puis aussi, il y a des choses avec les Autochtones, on fait de l'appropriation culturelle. Si on réapproprie notre culture, là, tu sais. Puis après Oui. toi, est-ce qu'il y a une revendication pour ça? Ouais, la culture métisse appartient à ceux qui la vivent et qui la perpétuent. On peut partager les symboles, les chants, les arts. Euh, Riel aurait sans doute encouragé les échanges culturels sincères. Ce qu'il rejetait, c'était l'effacement du peuple originel derrière un mode folklorique. Les métis doivent rester les gardiens de leur propre histoire. Puis, on va dire des groupes au Québec puis en Acadie, est-ce qu'ils ont le droit de revendiquer euh, cette culture de métier? Absolument, absolument. On a le droit comme être humain. Oui, on a absolument le droit de Puis, revendiquer notre culture. ben, il y a ces idées-là à cause il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas de métier dans l'Est, il y a ces idées-là qu'on n'a pas le droit. Est-ce que les métiers dans l'Est, ils peuvent dire oui, j'ai pas besoin de me combattre contre les autres, que je suis métier? Absolument, absolument, absolument. OK. Euh, il y a d'autres choses que, tu sais, l'affaire Daniels, Harry Daniels, euh, il a, en 2016, on va dire, il est arrivé, puis lui, il disait aussi, comme Louis Riel, il y avait des métiers dans l'Ouest, dans l'Est, là. Mhm. Et c'était, pour lui, qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, l'affaire Daniels a confirmé que les Métis et les Indiens non inscrits sont reconnus comme peuple autochtone au sens constitutionnel du terme. C'est une victoire historique. Elle redonne à des milliers de Métis la reconnaissance légale et politique que Riel réclamait déjà au 19e siècle et elle prolonge son combat pour la dignité et les droits des siens. Il y avait, à cause de l'affaire Paulé, tu sais, ils ont donné des critères, il y avait déjà 3 critères, là, il y en a une dizaine de critères en tout, là, tu sais. Mais Ouais. l'affaire Daniels a dit qu'il y a 3 critères pour identifier les métiers. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un peu, comment Criel voit ça aujourd'hui? Peut-être la prochaine fois. OK. Oui, OK. on pourrait aller en détail. Puis, de ton avis à toi, là, c'est quoi une personne métier? Ben, à mon avis, être métis, ça se limite pas à une question de sang. C'est une identité collective, culturelle, linguistique et spirituelle. Une personne métisse est quelqu'un qui s'identifie à cette histoire de rencontre et de résistance, qui partage la mémoire des ancêtres autochtones et européens et qui vit selon les valeurs de respect, de liberté et d'unité. Comme disait Riel, nous ne sommes pas des enfants bâtards de deux races, mais les enfants légitimes d'une nouvelle nation. Un Bon. point, c'est tout. Puis, est-ce que tu vas produire d'autres livres sur les recherches de Liel ou tu as l'intention de faire ça ou quoi?
Je songeais écrire un livre semblable au sujet de Gabriel Dumont, qui était, tu sais, Riel, c'était le leader intellectuel, et Gabriel Dumont, c'était le leader militaire. Euh, une personne excessivement importante. Euh, alors, peut-être quelque chose au sujet de Gabriel Dumont dans l'avenir. Euh, je t'ai demandé la question avant de commencer. Est-ce que on pourrait produire d'autres émissions sur chaque chapitre ou deux, trois chapitres à la fois pour donner un peu plus de détails? Absolument. Ça me ferait grand plaisir. Je serais enchanté, ravi. Ah oui, ça serait bon. Puis tu fais la comparaison, tu sais, dans le livre que j'ai lu, un livre très excellent. Si vous voyez ça, ce livre-là, vous pouvez le voir, John Andrew Morrow, le livre de Louis Riel, le chef Métis, du peuple Métis. C'est en anglais, mais est-ce que tu vas le faire traduire un bon coup de ça? J'aimerais ça. Ça dépend. On va voir. Ouais. Parce que ça La donne. maison d'édition voulait publier une version en français, mais il manquait de fonds. Au Canada, beaucoup de ces choses-là sont financées par le gouvernement et tout, et des fois, il n'y a pas d'argent. Le marché francophone, il n'est pas énorme à comparer au marché anglais. Alors, beaucoup de maisons d'édition, ils préfèrent publier en anglais. Tu as accès à un public beaucoup plus grand, c'est plus rentable. Alors, ouais, tu as besoin des subventions pour que ça soit rentable, publié en français. C'est la réalité. Oui, oui. Puis, comme je vois dans chaque chapitre, tu dis Louis Riel et The French Canadians, les Canadiens français. C'est quoi le lien avec ça, là? Euh, le lien entre Louis Riel et les Canadiens français? Ouais. Bon, juste donne-moi une seconde ici. Je te mets sur le point, là, excuse, mais Non, non, ça va, c'est pas un problème. Oui. Alors, bon, on peut parler un peu au sujet de Louis Riel et de son identité. Euh, alors, Louis Riel, il était fier d'avoir du sang sauvage. Et c'est pas un terme péjoratif, ça voulait simplement dire Indien, Autochtone ou Première Nation. Alors, il utilisait le mot sauvage. J'ai du sang sauvage. Hum, en anglais, il utilisait le terme native. OK? Alors, il s'est décrit une fois comme a native of the Northwest. Alors, OK, j'ai du sang sauvage. Je suis un natif or a native of the Northwest. Il utilisait aussi en anglais le terme aboriginal. Aha. So, il s'est décrit comme un aboriginal. OK, un aborigène, un autochtone. OK. Euh, il utilisait aussi le terme original half-breed et aussi aboriginal half-breed. Aux États-Unis, par contre, Louis Riel s'identifiait comme blanc. C'est pas un terme qu'il utilisait au Canada, parce qu'au Canada, un blanc, c'était un Anglais. OK? C'était un Anglais. Moi, quand j'étais petit, mes grands-parents, ils disaient, on est Canadien, on est Canadien. Mais les Canadiens anglophones, ils les appelaient pas des Canadiens, ils les appelaient des Anglais. Nous sommes les Canadiens, eux autres sont les Anglais, les Anglais, les Anglais. OK? On est Canadiens. Mais après ça, tu sais, we became hyphenated Canadians. Hmm? On est devenus. On était les vrais Canadiens. Ben, nos ancêtres autochtones, les vrais Canadiens. Et nos ancêtres français, OK, Canadiens. Alors, et après ça, Canadiens français et blablabla. Mais aux États-Unis, s'identifier comme autochtone, ça voulait dire avoir aucun droit.
Ça voulait dire être forcé d'aller vivre dans une réserve. Tu n'avais pas le droit de voter. Et lui, il s'est lancé en politique aux États-Unis. Alors là, il a été forcé de reconnaître que euh, il avait énormément de sang blanc ou de sang européen. Et il a même commencé à militer pour les droits des Blancs aux États-Unis, les immigrés, les colons et tout, parce qu'il était politicien et puis il voulait représenter les gens. Ils utilisaient aussi le terme French ou français. OK. Euh, mais le terme le plus populaire qu'il utilisait le plus était Canadien-Français et Métis Canadien-Français. Métis Canadien-Français. Il utilisait aussi le terme bois brûlé. OK. Bois brûlé. Euh, il parlait des half-breeds en anglais, mais ça, c'était les anglophones et les protestants, the English half-breeds, les métis anglais, les métis français. Il utilisait le terme métis celte, OK, parce qu'il croyait qu'il avait des ancêtres qui venaient de l'Irlande. C'est faux, mais sa sœur, il l'a décrit comme métis celte, Celtic Métis. Des fois, il utilisait simplement le terme métis ou métis. Euh, voilà. Alors, l'identité métisse était complexe. Hmm. C'était pas, c'était pas net. Euh, c'était vaste. Hmm. So it represented a spectrum. Ouais, Ah, respect. Ouais. OK? Alors, juste parce que quelqu'un il dit qu'il est canadien ou canadien ou acadien, ça ne veut pas dire qu'il est 100% européen français. OK? Ouais. Ça peut bel et bien dire qu'il est autochtone, métis. Alors, l'identité, c'est quelque chose de très complexe et qu'une chose n'exclut pas l'autre. Euh, oui, alors, hein, c'est très intéressant, très intéressant, sa façon de voir les choses. Euh, bon, tu sais, dans l'Ouest, ils parlent, Métis, Métis, Métis. Ils disent pas Métis French Canadian, juste Métis. Et très souvent, ça n'a même pas l'accent sur le E. Et Ouais. la plupart de ces gens-là, ils parlent même pas français. Hein. Mais c'est difficile de s'affirmer. Hein? Ouais. We are the Métis French Canadians, but we don't speak French. OK? OK, OK? T'as arrêté d'être Canadien-Français depuis longtemps. Si t'as perdu ton français, tu t'es assimilé, OK? Ouais. T'es devenu un Canadien anglophone. Euh, et beaucoup de ces gens-là, ils n'ont même pas des ancêtres canadiens-français. Ils ont des ancêtres anglais. Leurs ancêtres, ce sont en réalité des English half-breeds. Hein? Mais English half-breeds n'ont pas de droit. Euh, Au Canada, si tu es Inuit, si tu appartiens aux Premières Nations ou si tu es métis, vous avez des droits. Mais nulle part est-ce que English half-breeds ont des droits. Euh, alors, si tu veux revendiquer des droits, tu dois approprier une culture et une identité qui n'est pas la tienne. Alors, désolé, mais c'est ce qui est arrivé dans l'Ouest canadien. The English Half-Breeds se sont présentés. Ce sont eux qui sont coupables de ce qu'ils appellent cultural appropriation. Ils ont approprié l'identité métisse canadienne française pour des raisons politiques et économiques et ils ont exclu et isolé les métis canadiens français de l'Ouest qui existent encore aussi. Ils ont leurs organisations, mais ils ont été complètement marginalisés Ouais. Ouais. par ces English half-breeds. Je te remercie. On arrive à la fin de l'émission. Ça passe vite. On va se reprendre sur plusieurs chapitres. Et, c'est quoi tu dirais au métier de l'Est pour se faire reconnaître, là? Ben, ils n'ont pas besoin d'être reconnus par qui que ce soit. I mean, dis donc, moi, si je suis algonquin,
au Mi'kmaq, au Anishinaabe, au Nipissing, ou quoi que ce soit. Est-ce que j'ai besoin d'être reconnu par le colonisateur? Est-ce que les Anglais ou la Grande-Bretagne doivent reconnaître mon existence? Je suis qui je suis. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'être reconnu par un gouvernement. Les seuls gens qui veulent être reconnus par des gouvernements, c'est des gens qui on veut de l'argent. Ouais, Garoche-nous des miettes. ouais, ouais, Ils ouais, veulent de ouais. l'argent. Tu sais, moi, j'ai aucune ambition comme ça. Non, 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 non. Oui. John, je te remercie On n'a beaucoup. pas besoin d'être reconnu par le gouvernement. Non. Ouais. Ben, je te remercie beaucoup, John, d'avoir participé à CFRH 88.1, la question métier. Puis on va se reprendre pour la prochaine fois. OK, d'accord. Je te À la remercie beaucoup. prochaine. OK.